Depuis plusieurs milliers d'années, la montagne basque attire les hommes et leurs troupeaux. En découvrant les dolmens, tumulus et cercles de pierre présents sur le territoire, le curieux perçoit déjà les indices de la présence de communautés humaines qui ont édifié ces monuments funéraires sur ces zones d'altitude au cours des 4000 dernières années avant le début de notre ère. Plus récents, certains vestiges de cabanes ou d'enclos destinés aux pâtres et à leurs troupeaux datent de différentes périodes s'étalant entre l'âge du bronze, le Moyen Âge et l'époque contemporaine. Mais d'autres indices très discrets ou même invisibles à l'œil nu subsistent. L'étude paléo-environnementale des tourbières du massif d'Irati et des tourbières et lacs de la vallée d'Ossau par Didier Gallo a récemment révélé, notamment par l'analyse des pollens fossiles, des traces d'activités humaines et d'élevage en altitude il y a près de 7000 ans. Malgré cette découverte, de nombreuses questions restent en suspens concernant l'évolution des pratiques pastorales à travers le temps. L'archéologue Christine Rendu, directrice de recherche CNRS au sein de l'Université de Toulouse, nous éclaire sur ce sujet à la lumière des travaux précédemment menés par ses confrères et nous fait part des questions auxquelles son équipe cherche à répondre dans le cadre d'une campagne de prélèvement en cours dans la vallée de Cise. En gros, on dit 7000 ans de pastoralisme, sachant que le pastoralisme n'a pas toujours eu, loin de là, l'allure, je dirais presque exclusive qu'il a aujourd'hui. Les traces sont très diverses suivant les époques, suivant les milieux, suivant les types de construction. La première grande étape, c'est l'arrivée des agropasteurs, autour de 5000 avant Jésus-Christ, où on voit des premières fréquentations des zones d'estive. Du néolithique moyen, vers 4000 avant Jésus-Christ, on voit une augmentation des ouvertures forestières. Pour le pastoralisme ovin, la tendance est au défrichement par le feu des hautes estives. On a cette tendance à une ouverture des aires pastorales par le haut et par le bas en laissant la ceinture forestière, trouée bien sûr par des clairières, par la présence des troupeaux, etc. Ça, on le sent dès le néolithique moyen, avec cette augmentation à la fin du néolithique, autour de 3000 avant Jésus-Christ à peu près. Et ensuite, on a un seuil très important à l'âge du bronze, donc on est entre 2000 et 1000 avant Jésus-Christ, où là on a vraiment l'impression qu'il y a une création des terroirs d'estive. Donc l'âge du bronze, c'est aussi les cultures en altitude, c'est vraiment le façonnement des terroirs de montagne. On a des habitats qui sont assez impressionnants, autour de 2000 avant Jésus-Christ, on a même des habitats qu'on ne sait pas a priori différencier de maisons. Et on a de nouveau un essor avec, à l'Antiquité tardive, autour des 4e par exemple, en Ossau, 4e siècle, c'est là qu'on a les plus beaux établissements. Vraiment des établissements pastoraux importants, dont on ne sait pas s'ils sont en lien avec des communautés montagnardes, ou s'ils sont en lien avec des élites aristocratiques, des villae qui sont autour de Pau, etc. Et après, le Haut Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on a longtemps dit, est un temps d'essor progressif, etc. Et puis on a ces explosions autour des 11e, 12e siècle, on a des forts taux de déboisement de la montagne. Dans l'est des Pyrénées, c'est les taux les plus forts, c'est lié à un élevage ovin. Une autre grande étape, un autre grand mouvement, c'est celui de la spécialisation des estives dans des élevages qui vont avoir des débouchés commerciaux au loin. Donc des élevages, disons, qui vont nourrir les villes, aussi bien en termes de nourriture de viande que de fromage, que de beurre dans certaines régions. Mais là, on fait face à une explosion de modèles de sites à partir globalement du 12e, 13e siècle, et 14e. Ensuite, la fin du Moyen-Âge est très riche pour ça, pour la diversification des modèles. Et avec ici en Cise, c'est la question de la part de l'élevage porcin dans ces modèles d'élevage quand même assez spécialisés et très commerciaux qu'on trouve à partir des 12e, 13e siècles. Puis il y avait un acmé autour des 15e, 16e siècles, un mouvement soit de densification forestière, soit d'expansion forestière pendant cette période médiévale. Et si on considère que justement la vache ou le cochon sont beaucoup plus forêt compatibles, un essor des élevages, soit bovins, soit porcins, pourrait être très compatible avec les paysages qu'on a à l'époque. Donc on voit l'influence de l'homme sur les paysages sont gérés. Pour les périodes récentes, c'est-à-dire à partir du XIIIe, XIVe siècle, en fait on a des marqueurs importants et qui deviennent beaucoup plus visibles, qui sont la forme des enclos. Et donc là, on sait par exemple, à l'est des Pyrénées, les couloirs de traite
donc ils sont un peu comme des grands chemins, sauf qu'ils sont fermés à un bout. On en a un qui date du XIVe siècle, qui mesure 75 mètres de long sur 2 mètres de large. Voilà, c'est des dispositifs très spécialisés pour traire les brebis. Ils désignent forcément une espèce, c'est les brebis laitières, donc ils désignent aussi une économie, c'est l'économie fromagère. Et en plus, ils désignent un mode social d'élevage. Parce qu'on en a qui mesurent 75 mètres de long, c'est quand on a plusieurs bergers qui sont associés, ou plusieurs patrons qui sont associés avec des bergers à leur service et des grandes équipes d'élevage, quoi. Et par contre, il y a plein de moments, y compris récents, dès qu'on n'a pas les enclos, où on ne sait pas quel type d'élevage on avait, quoi. Et là, il faut qu'on se tourne maintenant, on a de plus en plus de possibilités dans les sciences paléo-environnementales, sur des carottes de sédiments, essayer de faire de l'ADN, des choses comme ça. Et là, je pense qu'on va avoir des réponses qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui. Alors ici, ces tertres, c'était des objets énigmatiques qu'a relevé en quantité l'archéologue Jacques Blot, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui était un archéologue qui a fait beaucoup pour les Pays Basques sous les Cisques. Et tout au long de sa vie, il a inventorié ces tertres, parmi d'autres séries de tertres et de tumulus qui, eux, sont clairement préhistoriques. Lui, ceux-là, il ne les a jamais placés à la préhistoire. Il y a eu plusieurs hypothèses sur ces tertres. Il les avait proposées comme des buttes de terre qui servaient à accueillir des cabanes de façon à se mettre à l'abri des intempéries. Parallèlement, il y a un ethnographe et écologue qui s'appelle Claude Dandalecce qui, dans un article, alors c'était dans les milieux des années 70, a dit qu'il avait observé ces tertres en fait comme des loges à cochons. C'est-à-dire que c'était un couvert de pieux de bois ou de piquets et on couvre la structure en bois de tuiles de gazon. Et ça fait un couvert étanche. Et donc Maï-Hélène, qui est ici, a repris ce sujet entre archéologie et ethnologie, et elle travaille sur ces tertres, elle fait une enquête sur ces tertres, avec l'idée, côté archéologique, de savoir à quoi ils correspondent. Parce qu'il y a eu quelques fouilles, Mélanie Lecodic en a fouillé 2, et pour l'instant on ne voit rien qu'un amas de terre. Donc à l'œil nu, on ne détecte rien. Et il y a eu une fouille dans les années 70 qui a donné 2 petits niveaux d'occupation avec des piquets quand même. Voilà, ça c'est à peu près tout ce qu'on a, des trous de piquets. Donc l'idée là, c'est d'une part d'étudier bien l'ethnographie de l'élevage des cochons aujourd'hui, et puis archéologiquement, on met en œuvre toutes sortes de moyens pour comprendre comment sont fichus ces tertres et à quoi ils correspondent comme vestiges archéologiques, quoi. Donc là ici, on a fait au mois d'avril une prospection géophysique. C'est une prospection qui consiste à injecter dans le sol de l'électricité par des électrodes et à recueillir par un capteur en fait l'électricité qui ressort. S'il y a quelque chose qui est résistant, un corps résistant, on va avoir une résistivité plus élevée. Et donc on a des cartes de résistivité qui nous permettent de voir déjà que les tertres, ils ressortent tous dans l'environnement au niveau de la résistivité qu'ils présentent. Il y a une zone plus résistive qui fait penser, ça fait vraiment comme s'il y avait une périphérie de mur, quoi. Et donc, une fois passé ce test, là on était plus que ravis, quoi. C'était une découverte magnifique. Et bien maintenant, l'idée c'est de confronter ça à l'image qu'on peut avoir en carottant, c'est-à-dire en allant chercher des colonnes de terre à l'intérieur du tertre, pour avoir un profil de l'accumulation des sédiments et de comment ça s'est fait. Et là, réponse au prochain épisode, quoi.